Time for the Planet, c'est une sorte d'OVNI, c'est une société commerciale à but non lucratif. Son objet social, c'est de lutter à l'échelle mondiale contre le réchauffement climatique. Comment? En créant des entreprises qui ont un impact direct sur la captation ou la non-émission de gaz à effet de serre, et en utilisant l'open source pour que ces innovations se déploient et soient utilisables par le maximum de personnes partout sur la planète. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Muéthique, média indépendant à la recherche des projets œuvrant à la transition de notre société au regard des grands défis d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de deux des fondateurs du projet Time for the Planet. Et en premier lieu, je vais vous demander une petite présentation succincte de vous deux. Moi je crois que j'ai pété le micro, donc vas-y, tu peux commencer. Moi du coup, Nicolas Sabatier, je suis créateur d'entreprise depuis 12 ans maintenant, la toute première avec Medicoli, et puis c'était des colonies de vacances éducatives. J'ai monté un bar à bière qui fonctionne sous les principes de l'entreprise libérée, une houblonnière bio, on cultive du houblon pour les brasseurs artisanaux, et puis maintenant Time for the Planet. Merci. Moi j'ai rencontré Nicolas quand on faisait des études de droit, qui était la période erreur de notre vie. Et puis ensuite, on a monté ensemble effectivement Vitacolo. Derrière, j'ai monté des boîtes dans la tech web, donc des logiciels. Le premier, c'est pour faire son référencement sur Google soi-même, sans connaissance technique. Ça s'appelle OptimizeMe. J'ai cofondé aussi Wua, qui est un autre logiciel dans le monde de la recherche dans les applications. Et puis une boîte qui s'appelle AutomateMe et qui consiste à automatiser à peu près n'importe quel process pour une entreprise, mais avec 0 ligne de code, en utilisant des techniques de no-code. Ce qui veut dire qu'en gros, on arrive à faire les choses plus vite, quoi. D'accord. Je vais vous demander du coup, Time for the Planet, en quelques mots, cela représente quoi pour vous? Ce que ça représente pour nous personnellement, Ouais. le projet de notre vie, qui est né il y a 10 ans ou je sais pas combien, et qui est né parce que, ensemble, lorsqu'on a créé Vitacolo, on a ressenti la puissance que ça représentait de monter un modèle économique, de gagner de l'argent, mais pour l'utiliser pour régler un problème social, sociétal, peu importe. Le problème qu'on réglait avec Vitacolo, c'était majoritairement la possibilité pour les gamins en situation de handicap de partir sur des colos classiques, c'est-à-dire pas que entre enfants handicapés, et ce sans que les parents aient besoin de débourser des sommes folles, puisqu'en fait c'était le même prix. On avait vraiment réussi à régler ça de façon la plus simple possible. Les parents inscrivaient leurs gamins sur le site internet, ils cochaient cet enfant a besoin d'un animateur référent, et nous on recrutait cet animateur, on le formait, on payait, et ça ne coûtait rien aux parents. Et en fait, ça c'était la première fois que ça arrivait dans le monde des colos, où avant tout le monde disait mais non, mais en fait il y a pas moyen, c'est impossible, il faut monter des dossiers de subvention, mais l'État joue pas son rôle, etc. Bah, ok, l'État joue pas son rôle, mais on peut faire quelque chose, et l'entrepreneuriat c'est un moyen super puissant pour faire ça. Et c'est devenu en fait Time for the Planet plus tard parce que on avait le projet de créer une boîte qui créerait des boîtes sociales. Et puis il y a quelques années, on a pris à peu près en même temps conscience du fait qu'il y avait un mur climatique, parce qu'on n'est pas du tout des environnementalistes depuis longtemps en fait. On est comme tout le monde, on a découvert ça dans la dernière vague de sensibilisation avec Jean Covici, Pablo Servigne, etc. C'est pas du tout un truc qu'on avait en tête depuis longtemps. Et quand on a pris ça dans la tête, on s'est dit mais en fait la boîte sociale qu'on veut créer, cette usine à créer des entreprises sociales, il faut que ça devienne une entreprise à lutter contre le changement climatique. Parce qu'en fait, pour faire du social, il faut encore qu'il y ait des gens, quoi. Et ce déclic-là, en l'espace de 2 ans, c'est devenu Time for the Planet. Très bien. Au départ du coup de cette initiative, quelles en étaient les forces vives qui ont été les impulseurs de ce projet? Bah, du coup, c'est un projet collectif. Du coup, on est 6 à porter ce projet. Donc, Mehdi et moi sur l'architecture depuis 12 ans et des réflexions depuis 3 ans sur est-ce que c'est pas le moment de le faire? Est-ce qu'on se sent bien encore dans nos propres projets personnels? Est-ce que ça a du sens? Et puis surtout par rapport à ce qui arrive, qui s'organise là? Le GIEC nous dit ça chauffe. Qui fait quoi? On voyait pas, donc on s'est dit ok, nous on va tenter un truc avec ce qu'on sait faire de mieux, créer des entreprises.
On arrive à fédérer des gens, on ne sait pas trop l'expliquer, mais ça a toujours été le cas sur nos projets, donc c'est une force. On est capable de parler à tout le monde, peu importe la façon de penser et de réfléchir, on y arrive. Donc on s'est dit que c'était 3 forces intéressantes, que les entreprises, qu'on le veuille ou non, elles changent le monde, pour le meilleur ou pour le pire parfois, mais en tout cas, c'est des moteurs d'action. Il y a cette culture de la prise de risque. Et du coup, on avait dans notre entourage des gens qui savaient faire, qui pouvaient apporter des choses au projet. Donc Laurent Morel, Denis Gala-Garcia, Arthur Aubeuf et Colline Debelle. Je vais vous poser maintenant une question sur vos sources d'inspiration pour mettre en place des modèles économiques à externalité positive. Parce que vous avez cette idée, et maintenant, quelles ont été vos sources justement pour se dire, on a cet état des lieux, comment on va monter cette entreprise qui va en fédérer d'autres, et donc avoir un impact sur le dérèglement climatique? C'était un peu au moment de notre rencontre, quoi, pour le coup. C'est une amie qui nous a mis en commun, et ce qui nous a rassemblés, on a parlé 1 heure de Vitacolo, donc ce qu'on évoquait au départ, et puis pendant 3 heures, on a refait le monde en disant, mais t'imagines si on pouvait créer une boîte qui crée des boîtes, et leur mission c'est de sortir des gens de la précarité. Et on mesure le résultat de l'entreprise au nombre de personnes qu'elle a sorti de la pauvreté. Et on se disait aussi, ça il faut qu'on le fasse sans subvention ni privée ni publique, parce que le jour où elles disparaissent, c'est tout ton modèle économique donc ton projet en fait qui est en insécurité. Donc il faut qu'on arrive à préserver ça. Il faut que l'argent, on l'utilise comme un outil pour faire des choses, mais pas forcément comme une finalité. Nulle part c'est écrit que une entreprise doit forcément faire de l'argent. C'est ce qui se pratique, mais nous on a voulu expérimenter avec Vitacolo. Donc je pense que nos sources d'inspiration, c'est surtout l'esprit un peu provoque de dire, viens, on teste si on peut faire autrement. Oui, et puis c'est à peu près la même époque qu'on a découvert Mohamed Younous, avec ce qu'il a fait avec la Grameen Bank. Et ça nous a permis de nous dire, oui, en fait, ce qu'on est en train d'imaginer là, c'est possible parce qu'en fait, ça a déjà été fait, quoi. Pour nos auditeurs, la Grameen Bank, ouais. En 2 mots, l'idée, c'est le microcrédit qui permet à une quantité astronomique de personnes, alors en l'occurrence, c'était au Bangladesh, qui sont en très grande difficulté économique, de pouvoir créer leur micro-activité grâce à un microcrédit et du coup d'accéder à l'autosuffisance. Et lui, il l'a fait avec l'idée qu'il allait investir uniquement là-dedans et qu'il n'y aurait pas de dividendes, ou très très peu, je crois que ça a été très très peu qui a été choisi, de dividendes distribués. Il l'a fait avec l'aide de Danone d'ailleurs. Et il a reçu le prix Nobel de la paix. Et moi, j'ai toujours trouvé ça bien, mais en même temps, j'aurais préféré qu'il ait le prix Nobel d'économie. Je trouvais que ça aurait été beaucoup plus significatif. Mais bon, voilà, c'est déjà bien. Et si on veut une source d'inspiration intellectuelle, entre guillemets, je pense qu'on peut dire Mohamed Younous. Ouais, un peu. Ouais. Il y avait, dans son bouquin, il explique pour agir, il y a 3 gros types de possibilités. Le politique, qui a une énorme force de réglementation, donc du coup on peut changer des comportements très vite en les imposant. Mais accéder au pouvoir, c'est compliqué. En plus, il faut se coordonner avec les autres pays. Enfin, potentiellement, c'est très lent et pas forcément suffisant, mais il y a cette force-là. Donc nous, on s'est dit, on n'a pas le temps de tenter ce pari-là, donc on va faire autre chose. Il y avait 2 autres formes à côté, c'était les associations, les ONG, qui, par leur force, c'est vraiment leur objet social. Je veux résoudre un problème de société. Donc du coup, il y avait des communautés de gens qui voulaient aider. On a tous envie de se sentir utile, on a tous envie d'améliorer la société. Et à côté de ça, il y avait les sociétés commerciales, qui ont cette culture de la prise de risque, comme je disais tout à l'heure. Mais chacune, la société commerciale et l'ONG, elles ont un petit peu une limite, c'est que les assos, les ONG consacrent beaucoup de temps et d'argent à trouver du temps et de l'argent. Les sociétés commerciales peuvent avoir cette difficulté à un moment à choisir entre on s'est mis comme mission de sauver les forêts, mais on s'est mis aussi comme mission de se rémunérer. Et du coup, à un moment, il y a des choix à faire. Et il s'est dit, en fait, on pourrait peut-être faire une nouvelle forme qui fusionne un petit peu ces 2 trucs-là, qui donne l'autonomie financière d'une société commerciale à une association, finalement, quelque part. Ça en vient à ma prochaine question, c'est j'aimerais que vous expliquiez à nos auditeurs ce qu'est une entreprise à mission et pourquoi Time for the Planet réunit tous les critères pour entrer dans cette catégorie. Alors là, entreprise à mission, je vais te laisser définir ça, je pense. Ça marche. Entreprise à mission, c'est pas une forme juridique de société. Vous trouverez pas dans le code du commerce société à mission. C'est un qualificatif qu'on va rajouter sur une société commerciale déjà existante, qui dans ses statuts ajoute qu'elle veut résoudre une mission pour améliorer la société.
Donc c'est une carrosserie qu'on rajouterait sur une carrosserie. Le garde-fou, il est également prévu, c'est que quand on est société à mission, on doit également présenter un organisme externe qui va vérifier qu'on fait bien la mission à laquelle on s'engage. Et est-ce que ça a un impact sur sur l'entreprise que vous créez? Est-ce que ça vous permet de vous différencier ou c'est juste au niveau de la communication d'entreprise qui peut se targuer justement d'être entreprise à mission? En fait, on l'est, mais on va encore plus loin de base dans notre forme juridique. Donc on se l'est rajouté, mais c'est pas indispensable. On nous demande souvent si on a les labels Bicorp et puis 50 000 autres dont je me rappellerai jamais les noms. Mais clairement, on ne court pas du tout après les labels. Parce que, en fait, la voie qu'on est en train d'ouvrir, c'est une voie qui doit rentrer dans aucune case, et qui n'entre en fait dans aucune case. C'est à la fois la force et la faiblesse du truc, mais en fait, à long terme, c'est une force immense. Et on embarque en fait des milliers de personnes. En très peu de mois, c'est des milliers, et à terme, ça doit être des millions, dans quelque chose de complètement nouveau. Et finalement, je ne suis pas certain que pour nous, ce soit forcément essentiel de se raccrocher à quelque chose d'existant, parce qu'en fait, on est totalement dans l'idée d'ouvrir quelque chose de nouveau. On va maintenant s'intéresser plus à la stratégie de Time for the Planet. C'est un projet sur mesure et surtout un modèle inexistant aujourd'hui. Comment vous avez construit la base juridique de ce projet? Ah, alors ça, c'était vraiment une partie de plaisir. La base juridique. Alors, en fait, le truc, c'est que quand on a lancé, on n'avait aucune idée de la base juridique qu'il faudrait. Donc, en tant que bon entrepreneur, on a lancé en se disant, on verra bien. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est ce qu'on savait faire, une SAS classique, et on savait quelles étaient les limites de ça. 150 actionnaires maximum, et puis le fait qu'après, il allait probablement avoir besoin d'agréments spécifiques de l'AMF, mais on n'était pas forcément allé beaucoup plus loin pour une raison simple, c'est que quand on a commencé, on savait absolument pas si l'intuition qu'on avait que les gens allaient être prêts à acheter des parts d'une entreprise sans retour sur investissement, c'était quelque chose qui allait marcher. Donc on se disait, ça sert à rien de passer 6 mois à chercher la forme juridique, à consulter des avocats, à dépenser de l'argent pour un truc qu'on ne sait pas si ça a marché. Donc on a commencé par un site internet de 3 pages, une conférence, et on s'est concentré sur ça, et on a dit, voilà, on va faire ça, et on va voir si on arrive à faire un crowdfunding. En plus, pas sur une plateforme existante, donc sur notre propre capacité de communication, donc sur notre propre site. On a bâti un système pour le faire, et on a fait notre conférence. Et là, il s'est passé quelque chose. C'est qu'en fait, les 150, on les a atteints en 3 semaines, qu'on a dû récupérer peut-être 40-50 000 euros, ou peut-être même un peu plus à ce moment-là, sur 80 000 sur ces 3 premières semaines, alors qu'un bon crowdfunding réussi, c'est 5 à 10 000, quoi. Hein. Et là, on s'est retrouvé dans la situation que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est quand on a fait quelque chose avec très peu d'intensité, enfin non, beaucoup d'intensité, mais très peu de temps. C'est-à-dire que ça nous a pris que 2 mois en fait de lancer ça. Et qu'on a maintenant un problème de riche à résoudre, c'est ok, on a plein d'actionnaires, on voit que ça va continuer, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et c'est là qu'on s'est vraiment posé la question juridique, pas avant. Donc là, on a commencé à consulter plein d'avocats. Et on cherchait un avocat créatif qui allait nous pouvoir permettre de faire des trucs qui normalement sont pas possibles. Mais on savait qu'il allait falloir accompagner cette créativité aussi. Et en fait, ce qu'a apporté l'avocat qui a été très important, c'est la forme juridique société en commandite par action. C'est pas du tout la forme de société la plus répandue, on l'avait étudié nous en droit des sociétés. Mais en fait, en droit des sociétés, on avait travaillé toutes les grosses formes. Et puis à la toute fin, genre à la dernière heure, le mec dit bon, il y a aussi la société en commandite par action, alors voilà. Ça existe. Et puis la suite, quoi. Voilà. Bon, en gros, c'est pas très souvent utilisé. Mais ça, c'est exactement la forme qu'il nous fallait parce que ça nous permet d'avoir autant d'actionnaires qu'on veut sans que ça nécessite un agrément spécifique de la part de l'AMF, donc en l'occurrence un prospectus. En plus de ça, ça nous permet, nous, les fondateurs, d'être à la fois minoritaires dans le projet, mais quand même de ne pas pouvoir s'en faire déposséder par un gros actionnaire qui viendrait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, c'est ça le principal élément. Et par rapport à cette SCA, ce qu'on voulait aussi, c'était qu'elle inscrive dans ses statuts le fait qu'il n'y aura pas de répartition des dividendes. Et c'est là que ça commence à se corser, parce qu'en fait, là, les avocats disent, bon, on veut bien être créatifs, les gars, mais en fait, ça, c'est juste pas possible en droit français. Donc si vous le mettez, ça va sauter au tribunal dès que quelqu'un va le demander. Par contre, ce qui est possible, c'est qu'il est possible de conditionner la distribution des dividendes à la survenance d'un événement. Et là, on s'est dit, ok, eh bien alors, il y aura de la répartition des dividendes chez Time for the Planet le jour où la température moyenne à la surface de la planète sera revenue à ce qu'il était en 1850, c'est-à-dire
l'ère pré-industrielle. Donc autrement dit, c'est pas demain la veille. Ça va prendre. Un garde-fou solide. Exactement. Ouais. On a le temps de voir venir. Et puis en plus, ça correspond bien à l'idée, c'est-à-dire que nous, on n'est pas en train de dire qu'il faut tout le temps que toutes les boîtes se montent sans vouloir répartir de dividendes, que le capital rapporte pas d'argent. C'est pas du tout ça qu'on dit. On dit, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, on n'a pas la possibilité de s'offrir ce luxe. Pour plein de raisons qu'on va aborder après. Mais du coup, c'était vraiment que le jour où la question climatique est résolue, Time for the Planet n'a plus aucune raison d'exister. Donc on se retire, merci beaucoup, et puis on revient à une vie normale. D'ailleurs, on a mis aussi dans nos statuts, et vous pouvez vraiment le lire sur notre site internet, que si jamais le GIEC déclare un jour qu'il n'y a plus de problème avec le dérèglement climatique, on a prévu la dissolution de Time for the Planet, on rembourse tous les actionnaires, et s'il y a un reliquat, on le donne à l'ONU. Et ça, c'est écrit noir sur blanc aussi dans notre statut. Donc en fait, on peut créer des nouvelles règles. Et ça, c'est des trucs qui nous animent un petit peu depuis le début. Cette espèce d'esprit on nous dit que c'est pas possible, on va essayer. Et en fait, souvent, ça a marché. Donc à un moment, on se dit, on peut faire des choses folles. Cette idée de faire une société commerciale à but non lucratif, c'est hyper contre-intuitif, parce qu'il y a des gens qui disent mais pourquoi vous n'avez pas fait juste une société, ou pourquoi vous n'avez pas fait une association. Et en fait, on voulait créer ce sentiment d'appartenance. Une association, t'es adhérent, mais ça t'appartient pas. Une société commerciale, ça t'appartient, et donc t'as encore plus envie que ça réussisse, parce que c'est en partie à toi. L'autre élément, c'était un élément de transparence également, c'était de dire on va ouvrir le capital à partir d'1 € l'action. Comme ça, même quelqu'un qui n'a pas trop de thunes mais qui veut faire partie de ce collectif, il peut. Il n'y a pas de frein, il peut vérifier de l'intérieur que tout ce qu'on décrit, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et c'était une des raisons aussi de cette nouvelle forme juridique qu'on a voulu pousser. Vous avez mentionné le GIEC. Ma prochaine question, elle va plus porter sur la façon dont vous avez identifié les secteurs stratégiques dans lesquels Time for the Planet va mener ses actions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça ? Oui, bien sûr. Le GIEC, du coup, depuis 30 ans, nous indique qu'il faut agir, 30-40 ans même, ils font des recommandations. Dans leurs recommandations, finalement, ils ont identifié 5 domaines qui sont plus émetteurs de gaz à effet de serre que la moyenne. L'électricité, l'industrie, le bâtiment, le transport et l'agriculture. Donc ça, c'est les 5 domaines sur lesquels on va travailler. Et après, ce qu'ils disent également, c'est qu'il y a 4 leviers d'action. La sobriété, l'efficience, la non-émission et la captation. Donc du coup, ça nous fait une grille avec 20 problématiques. Et c'est là-dessus que nous, on va agir. Maintenant qu'on a identifié ces secteurs, comment vous allez faire le tri entre les entreprises qui vont bénéficier de votre intervention ? Alors, notre pari, qui est vraiment en train de réussir, c'est que pour avoir les innovations les plus performantes sur la lutte contre les gaz à effet de serre, il faut déjà qu'on ait un pipe énorme. Un pipe, c'est quoi ? C'est juste des soumissions de dossiers de gens qui veulent qu'on les finance. Il faut qu'on en ait beaucoup, parce qu'en fait, le nombre compte pour à la fin trouver les bonnes. Si on en a très peu, on risque de passer à côté des meilleurs. Donc ça veut dire que, on doit être très fort en communication pour qu'on reçoive des dossiers. Ça, c'est la toute première phase. Quand on reçoit les dossiers sur notre site internet, on a un premier filtre qui se fait avec un réseau d'évaluateurs. Là encore, ça nous donne un avantage par rapport à un fonds d'investissement classique. C'est que le fonds d'investissement classique, il reçoit les dossiers et il a ses analystes, en moyenne entre 2 et 5 personnes, qui doivent regarder en détail le projet et ensuite le présenter à un comité. Nous, on sait que, on est totalement incompétent pour le faire, et que 2, on n'est pas nombreux en permanence à Time. Donc ça fait 2 raisons pour que ce ne soit pas nous qui nous occupions. Donc c'est pour ça qu'on a créé un réseau d'évaluateurs. Et là, on voit la force du non lucratif. Parce que si Time for the Planet, c'était un fonds green classique avec un retour sur investissement, les évaluateurs potentiels, ils sont quand même des scientifiques, des entrepreneurs qui ont tous un planning chargé, qui ont plein d'autres choses à faire, etc., n'auraient pas la volonté de venir bosser gratuitement pour d'intérêt privé de quelques actionnaires. C'est impossible, ça. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme qui permet à tous les citoyens de dire « nous, on va s'occuper de faire changer les choses à l'échelle mondiale sur le changement climatique ». On ne va pas juste se contenter de faire nos propres petits efforts qui sont indispensables, mais ça ne suffit pas. Donc les évaluateurs, ils ont en fait un rôle très simple, c'est qu'ils déclarent qu'ils sont prêts à évaluer. Nous, quand on reçoit un dossier, on va l'envoyer à 10 évaluateurs. L'évaluateur va faire son évaluation, on va recevoir les retours et ça va nous permettre de faire un pré-filtre. Le rôle de l'évaluateur, c'est juste de dire est-ce que ce projet rentre crédiblement dans le prisme de Time. Ça enlève énormément de projets, parce que déjà, on ne fait pas plastique. Oui.
J'aurais juste voulu savoir comment justement vous choisissez ces évaluateurs. Est-ce que c'est n'importe quelle personne qui peut se proposer en tant qu'évaluateur ou est-ce que vous ciblez des compétences très précises? En fait, alors là, ça revient à la philosophie générale de Time, c'est qu'on ne choisit pas. La raison, c'est que la force du mouvement, c'est qu'on fait confiance à tout le monde par principe. Et ensuite, s'il y a une raison qui montre qu'on ne doit plus faire confiance à une personne, on lui retire la confiance. On ne fait surtout pas l'inverse. Donc si on sélectionne, on dit on ne fait confiance à personne et éventuellement, toi, on va te faire confiance. C'est absurde de fonctionner comme ça parce que la réalité, c'est que 99% des fois, les gens sont sincères, compétents et savent ce qu'ils savent faire et pas faire. Donc notre pari, et c'est même pas un pari, c'est même simplement un process, c'est qu'on prend tout le monde et puis statistiquement, vu que chaque projet est vu par 10 personnes différentes, on est capable de voir quand est-ce qu'il y a un évaluateur qui déconne, parce qu'il n'est pas du tout dans la mode. Donc soit c'est un génie absolu qui voit tout, et donc dans ce cas-là on peut s'en rendre compte juste en discutant avec lui, soit c'est qu'il y a un souci. Et donc dans ce cas-là, progressivement, on sera capable de l'éliminer. Donc ça c'est pas du tout un problème. Donc ces évaluateurs, ils vont évaluer. Donc je reviens sur les critères. Il faut que ce soit changement climatique. Donc ça veut dire c'est uniquement lutte contre les gaz à effet de serre. Tout ce qui est biodiversité, par exemple, ça ne rentre pas dans notre prisme. C'est hyper important aussi, mais c'est pas notre prisme. Ensuite, il y a tout ce qui est plastique, pollution, etc. On ne fait pas. C'est vraiment les gaz à effet de serre. Et l'autre point, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose de scalable à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui doit fonctionner que localement et qui ne peut pas être déployé ailleurs. Vraiment que ça puisse être mondial. Et la troisième chose, c'est que ça faut que ce soit un impact fort. C'est-à-dire que si c'est un impact léger, ça rentre pas dans notre prisme. Et encore un autre, il faut que ce soit direct. C'est pour ça qu'on fait pas l'éducatif, parce que l'éducatif, ça prend vachement de temps. On n'a juste pas le temps. Donc il faut faire de l'éducatif pour la suite. Mais nous, notre prisme, c'est l'action directe et immédiate. Une fois que ces évaluateurs ont fait leur travail, le comité scientifique... Il y a les effets de bord aussi qui vont vérifier. Ouais. Une fois que les évaluateurs ont fait leur travail, on a sélectionné ceux qui sont vraiment dans le prisme de Time for the Planet parmi les projets. Et là, on va les envoyer au comité scientifique. Et là, le comité scientifique, c'est un comité que nous, on a composé. On est allé chercher les gens et on est allé chercher parmi les meilleurs de France. Donc, on a notamment le CNRS Innovation, le CEA et puis un investisseur du Shift Project, par exemple, qui sont dans le comité scientifique à titre permanent. Et donc, ils se réunissent régulièrement. Ils ont déjà booké toutes leurs dates pour évaluer les projets qu'on va avoir. Mais ça suffit pas, parce qu'en fait, une fois qu'on a identifié des projets qui scientifiquement, c'est validé, permettent de faire diminuer considérablement les gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, il faut encore qu'il y ait un business model possible. Et donc ça, c'est nous qui allons le valider, et pour le coup, ça va être au cœur de ce qu'on sait faire, nous, en interne, sur l'évaluation d'un marché. L'évaluation d'un marché, on ne le fait pas avec un business plan, on ne le fait surtout pas avec une étude de marché, on le fait en réalisant la boîte comme si elle existait déjà. Ce qui veut dire qu'on va concrètement dire ce produit est destiné à être vendu à des consommateurs physiques, on va le vendre en ligne. Est-ce qu'il est vendu ou pas? C'est la seule façon de dire si un truc va marcher. Est-ce que les gens ils ont sorti leur carte bancaire ou est-ce qu'ils n'ont pas sorti leur carte bancaire? Il n'y en a pas d'autre. Si c'est du B2B, c'est-à-dire que c'est vendu à des entreprises, on va faire la même chose, mais on va aller voir des entreprises. Donc là, c'est pas en ligne, on va prendre des rendez-vous commerciaux pour aller vendre l'innovation comme si elle existait, là encore. Et là-dessus, on va s'appuyer sur nos actionnaires. Parce qu'en fait, Time for the Planet a commencé par uniquement des citoyens et maintenant fait rentrer les entreprises. Et les citoyens amènent les entreprises parce que les citoyens, c'est les salariés et c'est les clients des entreprises. C'est ça qui va faire qu'après, on va grossir en nombre d'euros parce que l'argent est forcément plus présent dans l'entreprise. Et donc, on fait rentrer, enfin, le but, c'est de faire rentrer de très grosses entreprises pour qu'elles puissent nous mettre à disposition un numéro de téléphone rouge, entre guillemets, où on peut appeler et dire voilà, je voudrais tester telle innovation, je sais que vous pouvez être client de ça, à qui je parle? On me met en relation et je vais tester. Si la personne me dit non, j'ai pas besoin de ça, je sais que j'ai pas de débouché, je prends pas cette innovation-là. Je ne prends que des innovations qui sont potentiellement rentables, parce que c'est la seule façon pour qu'elles deviennent mondiales, qu'elles soient copiées, puisque c'est ça le but après, c'est que grâce à l'open source, plein d'autres créent leur propre boîte en copiant cette innovation et en l'améliorant. Donc une fois qu'on a fini cette phase de marché, on crée l'entreprise et là on va tester l'équipe. Et pour tester l'équipe, là encore, j'ai fait des milliers d'entretiens d'embauche dans ma vie, je me suis fait avoir plein de fois. C'est impossible de tester des gens à l'entretien d'embauche et c'est impossible de tester une équipe au moment juste comme ça autour d'une table. Il faut bosser ensemble. Donc on bosse ensemble, on investit un peu d'argent pour faire 2-3 mois
où on bosse ensemble et on regarde si l'équipe prend. Parce qu'en plus, l'équipe, elle est complétée. C'est-à-dire qu'on a l'équipe de scientifiques qui a amené le projet, mais après, en général, il y aura l'apport d'un ou de plusieurs entrepreneurs qui sont forts en exécution. Il faut que ça prenne, c'est pas certain que ça va prendre. Donc on le teste. Et si au bout de 2-3 mois, ça a marché, à ce moment-là, on complète et on met les millions d'euros qui permettent de démarrer. Donc le but, c'est pas de créer 500, 1000 entreprises différentes. Le but, c'est d'en créer peu, mais extrêmement bien, pour qu'elles puissent être facilement copiées et qu'elles puissent facilement donner un marché mondial. Notre but, c'est pas de créer une boîte, c'est de créer un marché à chaque fois. Quelle sera la place des technologies du coup dans ces entreprises créées? Alors, nous on parle pas de technologie, on parle d'innovation. Dans le sens où technologie, ça renvoie tout de suite à un imaginaire sur la haute technologie, la science dure. Nous, ça va être des innovations, qu'elles soient high-tech, mais elles peuvent être low-tech, et également no-tech, des innovations de service. Parfois, c'est même juste l'innovation autour du business model qu'il faut changer pour rendre quelque chose de plus écologique. L'idée vraiment qu'on a à travers Time, c'est pour répondre à cette question de moi je fais des efforts, je suis écolo et tout, et je me dis ah là là, alors je sais pas moi Nicolas Sabatier quand je dis ça, mais il y a plein de gens, vous avez forcément entendu ce discours, qui vont vous dire ah là là, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont pas écolos, c'est quand même pas compliqué. En réalité, si à partir du moment où tu dois faire un effort, qui soit en termes de c'est plus compliqué ou ça coûte plus d'argent, eh ben c'est des freins en fait pour être écolo dans sa consommation. Et nous, ce qu'on essaie de viser, c'est faire en sorte que les gens deviennent écolos sans rien changer à leurs habitudes. Je vais acheter mes tomates au supermarché, j'ai peu de moyens, et bien en fait, je compare la tomate bio et la tomate pourrave premier prix. Comme la tomate bio, j'ai réussi à la rendre moins chère, c'est celle-là que je vais acheter en fait. Et je vais faire de l'écologie alors que de base, mon critère de choix, c'est l'argent. Si demain, tu arrives à inventer une voiture écologique qui est plus légère, plus respectueuse et qui coûte le même prix, voire moins cher que la moins chère de toutes les voitures, les gens vont se mettre à faire de l'écologie par leur façon de consommer. Parce que de toute façon, ils auront besoin d'une voiture pour aller à leur lieu de travail. En tout cas, c'est ça qu'on veut apporter en urgence. Et on a besoin aussi de transformer les modèles de pratique, les modèles de consommation. Mais Time, pour le moment, ne fait que répondre aux besoins d'innovation demandés par le GIEC. Juste changer nos habitudes de consommation ne suffit pas, il faut aussi l'innovation. Nous, on va faire ça. Très bien. On reviendra plus en profondeur sur ces questions-là. Maintenant, j'aimerais plus aborder la gouvernance avec vous, comme c'est un projet qui réunit une masse d'associés assez diverses et variés. On peut retrouver donc des investisseurs, des entrepreneurs, des politiques, des personnalités publiques, des entreprises, comme vous en aviez parlé, des associations. Comment vous avez en fait anticipé les éventuelles dissonances internes à venir dans un projet aussi global ? Eh bien, ça revient un petit peu sur la forme juridique dont on parlait au début. Ce qu'on vient de vous expliquer là, c'est le moteur de Time, c'est ce qu'on fait, on co-crée des entreprises. Et après, il y a la carrosserie, c'est notre forme juridique. Et dans ce type de gouvernance, forcément, ce qui vient tout de suite au début, on se dit, ok, le projet, il est beau, j'ai envie d'y croire, mais qu'est-ce qui me prouve que ça va pas changer ? Ça, c'est vraiment le cœur du problème. Et donc, il a fallu faire en sorte que ça puisse pas être dévoyé. C'est la forme juridique dont parlait Mehdi tout à l'heure, la société en commandite par action, dont nous, cofondateurs, on est gérants de cette forme-là, et on est quasiment indéboulonnable. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour garantir l'exécution, la stratégie et les valeurs, tout repose là-dessus, et on fonce. Pour nous destituer, c'est quasiment impossible. En fait, on a même un droit de veto. Même un gros investisseur qui voudrait tout d'un coup transformer le modèle en modèle lucratif, donc on peut partager les bénéfices qui sont créés, mais en fait, on peut lui opposer un veto. Donc ça, c'est de base pas possible. Et on a même rajouté deux outils. Le premier, c'est que les votes sont publics en interne. On sait qui a voté quoi. Donc quelque part, si quelqu'un voudrait, je sais pas, je vois pas pourquoi ça arriverait, sincèrement, mais imaginons, on a un méchant industriel qui voudrait enterrer une innovation et qu'on n'investisse pas dedans, et ben en fait, c'est public. Donc en fait, ça serait un peu bizarre pour lui qui s'affiche comme ça en disant non, je veux aller à l'inverse de ce pourquoi on est là. Mais en tout cas, les votes seront publics. Et le deuxième, c'est qu'il y a un double vote. Si quelqu'un propose de changer la dimension du projet, nous on fait, donc ça c'est une action, une voix, donc un gros investisseur pourrait faire changer des choses. Et on enclenche un deuxième système de vote, un homme, une voix, pour vérifier si également le un homme, une voix va dans ce sens ou s'il va dans l'autre sens, c'est-à-dire que non, lui il est garant des valeurs. À partir du moment où il va à l'encontre du premier vote, on active un droit de veto et on bloque
la décision. En termes de gouvernance, la vision, elle est garantie par ces stratégies. Je sais pas si tu pensais à autre chose, mais oui, si, je pense à autre chose. Ça, c'est la gouvernance juridique. C'est pas la plus importante, en fait, paradoxalement. Parce que ça, en fait, en gros, ça va être une fois par an à l'AG, qui va être un énorme moment de fête. Donc ça, on en parlera, mais c'est hyper au cœur de Time for the Planet. C'est l'apéroisation du changement climatique, c'est fondamental. Le lien humain. Le lien humain. Et la vraie gouvernance, en vrai, c'est celle qui est au quotidien. Alors juste, je corrige une fois, c'est pas une fois par an, parce qu'à chaque fois qu'on va valider la création d'une boîte, il y aura une assemblée générale extraordinaire avec tous les actionnaires qui veulent participer. Donc là, juste maintenant, ça fait 11 mois. Ça voudrait dire une AG avec potentiellement 5300 personnes. Donc un joyeux bordel comme on les aime. Et la vision, c'est d'être des millions. Donc assemblée générale, français, anglais, discussion, etc. Donc, mais on a des idées pour organiser ça super bien. Et ce qu'on a fait, c'est une démocrature. Il y a un aspect hyper démocratique puisque tout doit être validé, chaque investissement doit être validé. Et c'est quand même le but de Time, c'est ça, par l'Assemblée Générale. Mais nous, comme on a une vision qu'on veut porter jusqu'au bout et que les gens viennent parce qu'ils croient à cette vision, nous, on est garant qu'elle sera là. Et donc, on est là pour dire ça restera non lucratif, ça restera open source et ça restera vision de voir grand, d'aller chercher 1 milliard, d'aller chercher plusieurs milliards s'il le faut. Parce que c'est pour ça que les gens sont venus et c'est pour ça que nous, on a démarré. Et donc ça ne changera pas et on est là pour ça. Maintenant, au quotidien, on a une gouvernance complètement folle qui a été imaginé par Nicolas, donc c'est lui qui va l'expliquer, et qui fait que la réalité de comment Time fonctionne au quotidien, ça n'a rien à voir avec le droit. Ça, c'est la partie mouvement citoyen. Alors, je sais pas si tu as une question là-dessus, mais sinon, on peut l'aborder parce que c'est assez drôle. Ma question, c'était comment vous comptez fédérer autant de personnes autour d'un tel projet, avec quel outil, quel support de communication? Yes, et c'est le troisième truc. On nous dit un peu, mais si vous êtes un fonds, vous êtes un groupe et tout. On est à la fois en fait une sorte de fonds citoyen. On est à la fois un groupe, parce qu'on va créer des entreprises avec une entreprise, et on veut aussi être un mouvement citoyen. Le mouvement citoyen, en fait, ça va être l'huile de notre véhicule que je décrivais. C'est-à-dire que notre moteur, c'est ce qu'on fait, notre carrosserie, c'est ce qu'on est, et ça, on va le faire quoi qu'il arrive. On a besoin de personne d'autre pour le faire. Mais l'huile, c'est la communauté. C'est tous ces citoyens, ces petites et ces grandes entreprises qui rentrent dans Time et qui vont aider. C'est le principe en fait de l'intelligence collective. On met en commun des connaissances et des compétences pour atteindre un but commun affiché. Donc ça, il est clair, c'est lutter contre le réchauffement climatique. Et ensuite, cette atteinte de cet objectif va dépendre de la qualité de relation entre ces membres. Comment est-ce que ces membres fonctionnent bien ensemble? Et pour ça, on a créé ce qu'on appelle la galaxie de l'action. Depuis 6-8 mois maintenant, il y a plein de gens qui veulent venir nous aider. Et donc, on a une réunion hebdomadaire. Alors, pendant les premiers mois, on avait entre 5 et 10 personnes qui venaient à ces réunions. Et là, depuis un mois, on a entre 50 et 70 personnes qui viennent. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est justement quelqu'un de cette communauté qui est arrivé là par hasard au début en disant « je veux aider », qui maintenant forme les gens à comment on peut aider. Et ce qu'on explique, c'est que déjà, c'est ouvert à tout le monde. On vous accueille les bras ouverts. 2, on donne la place à tout le monde. C'est hyper important dans un projet collectif. Il faut que chacun se sente à l'aise dans ce qu'il va faire. Il y a une grande partie de ces gens-là, ils ont surtout besoin, leur vrai besoin, c'est de faire partie de quelque chose. Et on a donc un système pour ça, ce qu'on appelle les planètes. En fait, c'est des mini-communautés dans notre grande communauté. Ces planètes, elles reposent soit sur une compétence métier, donc on va avoir la planète photographe, la planète vidéaste, la planète designer graphique, la planète correcteur d'orthographe. Donc c'est des gens qui savent faire ça. Et ce qu'on leur dit, c'est dans une planète, tu fais rien, mais si on a besoin de toi, on vient te chercher, t'inquiète pas. À côté de ça, on a ce qu'on appelle les comets. Ça, c'est quelque chose d'éphémère. Ça représente des équipes qui montent une action, une opération pour faire quelque chose de déterminé, fixé dans le temps. Et ces gens-là, ils vont avoir besoin de ressources. Si par exemple, je veux organiser un concert pour participer à la notoriété de Time for the Planet et puis utiliser les recettes pour financer Time, ça répond aux 2 besoins de Time, et au fur et à mesure de l'avancée de cette action, il y a des gens qui vont se dire « Ah tiens, là on aurait besoin d'un photographe, là on aurait besoin d'un réalisateur ». Ça tombe bien, on a des mini-communautés qui peuvent y répondre. Ça, c'est l'apport de connaissances et de compétences. Et dans la définition que je vous ai donnée, il y a aussi la qualité d'interaction. Et pour ça, on a créé un rôle particulier qui s'appelle le gluon chez nous, qui fait le lien humain. En physique, c'est ce qui va lier la matière. Chez nous, c'est ce qui va lier les humains. Concrètement, il est là pour accueillir, mettre à l'aise les gens qui arrivent dans cet univers. Et deuxièmement, mettre en relation des besoins et des compétences. Quand tout d'un coup, les organisateurs du concert se disent « Ah, là, on a besoin d'un photographe pour Bordeaux le 24 décembre », le gluon de cette équipe va aller chercher
dans la planète Bordeaux, dans la planète photographe, dans la planète Gluon, parce qu'il y a peut-être des Gluons qui ont accueilli des gens mais qui ne sont pas inscrits sur les planètes, le fameux photographe bordelais disponible pour le 24 décembre. Et donc tout ça, ces gens-là, s'auto-organisent. C'est quelque chose de très horizontal, de très organique. C'est un peu comme de la pelouse. De l'herbe, ça pousse, ça s'étend. Personne n'est là pour lui dire comment tu dois pousser et où tu dois pousser. Elle se développe. Donc cette communauté, elle a un énorme terrain de jeu, on leur laisse faire absolument ce qu'ils veulent et ils s'organisent autour juste de ces deux entités-là. Et ce qui est absolument sidérant, c'est la rapidité à laquelle ça fonctionne. C'est-à-dire que par exemple, moi je fais beaucoup de contenu, mais je suis quasiment analphabète. C'est-à-dire que je suis incapable de faire un contenu sans faute d'orthographe. Il y a toujours des fautes d'orthographe. Et du coup, je poste dans la comète orthographe et vraiment, sans rigoler, au bout de 15 secondes, il y en a un qui arrive et qui dit « c'est bon, je m'en occupe, corrige les fautes, puis c'est réglé, je passe à autre chose ». Là, on va lancer la traduction. La semaine dernière, on a nommé un comète leader sur le fait de lancer l'italien, traduire en italien. Ça y est, c'est fait. Là, il m'a envoyé tout à l'heure un notif en me disant on a traduit les 15 pages, la suite. Ouais, donc ça fait un vivier de compétences folles et c'est justement l'objectif, c'est de l'organiser de la meilleure des manières. Ouais, et tout est basé sur l'action. Elle s'appelle la galaxie de l'action. Par exemple, si vous voulez réfléchir, apporter vos idées, vous y trouverez pas votre compte pour le coup. Tout est focalisé autour de l'action. T'as une idée, en fait, c'est bien, fais-la en fait. Et on t'aidera à la faire. Mais par contre, on n'a pas de temps à consacrer à la phase où on en est à encore plus réfléchir. Et on a une pile comme ça d'idées, il manque juste du temps. Donc, si t'as une bonne idée, fais-la et regarde, il y a plein de gens pour t'aider à la faire. Très bien. Je vais maintenant vous questionner sur la communication déjà faite. J'aimerais avoir un petit retour sur les impacts des actions déjà menées. Je pense notamment à la liste des 23 joueurs phares de Time for the Planet, appelés par notre controversé sélectionneur Raymond Domenech, mais il y en a eu plein d'autres. En fait, sur ce truc-là, il faut surtout pas penser que ça vient d'une action coordonnée et stratégique. Parce que là, ce serait mal comprendre le truc. La façon dont on fonctionne les 6 permanents, c'est que je pense qu'on doit faire une réunion à 6 par mois, à peu près. Et encore. Tout le reste du temps, on travaille soit tout seul, soit à 2-3, selon les sujets. Mais on essaye de jamais faire de rendez-vous à 2, par exemple. C'est très rare qu'on soit à 2 au même endroit. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a 2 heures qui sont devenues 1. Donc, on pousse un peu en fonction de ce qu'on arrive à trouver. Donc, quand on tire un filon, après, on peut aller très loin. Donc, par exemple, moi, il se trouve que par hasard, le tout premier business angel que je suis allé voir m'a mis en relation avec quelqu'un qui m'a mis en relation avec Alexandre Aulas, qui est le fils de Jean-Michel Aulas, qui a adoré le projet Time for the Planet alors qu'on était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui et qui a dit « j'y vais, j'investis ». Et donc c'est pour ça qu'on a eu des liens avec l'Olympique Lyonnais. Donc on a fait une énorme conférence au Groupama Stadium avec les moyens de l'OL, moyens vidéo, etc. Et il se trouve que Raymond Domenech assistait à ça. Il a envoyé un mail en disant si je peux aider. Luno s'est dit je pense que tu dois pouvoir aider quand même. donc on est allé le voir à Paris, on l'a interviewé et on a eu cette idée dans le train. De dire mais en fait plutôt qu'une interview on va lui faire sélectionner les gens qu'il nous faut parce qu'il faut qu'il nous amène d'autres gens et donc on va lui faire appeler on a fait une liste, on a échangé 26 000 fois sur la liste, etc. mais voilà, c'est né comme ça, mais il y a vraiment pas de stratégie coordonnée ou quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui nous a posé la question cette semaine dans le Discord en disant est-ce qu'on pourrait parler de stratégie digitale, mais il n'y a absolument pas de stratégie digitale. C'est de façon générale, on a fait un choix peut-être un peu osé ou je ne sais pas. En tout cas, nous, c'est quelque chose qui nous caractérise, c'est l'humour. Enfin, en fait, il faut vivre. Notre communauté, si on veut la qualifier, elle va être la plus active et joyeuse du monde. C'est ça qu'on va essayer de créer. Et dans notre communication, depuis 1 an, on s'est toujours dit, il faut qu'on y aille par l'humour. Ce qui met les gens en action, c'est les émotions. Ça, c'est prouvé physiologiquement. Soit la peur, soit la colère, mais tu peux aussi y aller par la joie. Et nous, on choisit cet axe-là. On dit que on va faire des choses sérieusement, mais c'est pas parce qu'on les fait en riant qu'elles vont être moins bien faites. Donc toute la stratégie est sur beaucoup d'humour, de l'autodérision, de la provoque. On a créé une boutique de non-goodies. Ça faisait des mois qu'on nous demandait est-ce qu'on peut acheter des goodies, des trucs et tout. Ça serait un petit peu un contresens, on pense, de vraiment faire ça.
Et du coup, on a rigolé, on s'est dit, bon, ok, on va leur faire une boutique, mais ce sera des non-goodies. Donc tu peux non acheter des objets. Il y a vraiment, ça fonctionne comme une boutique en ligne, sauf qu'à la fin, il y a 0, tu peux pas le mettre dans ton panier. Tu choisis ton moyen de non-livraison, donc il y a plein de blagues et tout. Et il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir, qui ont vraiment cru au début que c'était ça. Donc qui ont commencé à râler en disant, ah, on vous a coincé, en fait, vous êtes des salauds, vous essayez de vendre des trucs qui polluent la planète. Et là, c'était drôle, parce que du coup, toute la communauté a dit, mais non, regarde, c'est comme une boutique, tu t'es fait avoir, mais sachant qu'à chaque fois, c'était écrit en lettres capitales devant tout. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on fédère et qu'on rassemble, parce que les gens ont aussi besoin, dans cette période d'inquiétude et de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, on va essayer de faire ce truc-là. Au pire, on n'y arrivera pas, mais ça aurait rien changé du coup qu'on le fasse ou pas. Et même si on n'y arrive pas, on retiendra qu'au moins on a vécu ça. L'aventure et. On a vécu une belle aventure et qu'on a appris à rencontrer des gens et qu'on s'est barré. Sur la com, c'est bien parce que tu nous donnes l'opportunité de nous exprimer sur ça. Et je pense qu'il y a un truc qu'il faut qu'on dise, qu'on est super conscient, c'est que, en fait, on pourrait dire Time for the Planet, c'est une entreprise de com. Et c'est un point qu'on avait discuté dès le début et c'est un point qu'on assume parce qu'en fait, on avait dit 95% de notre boulot, c'est de la com. Là où ça pourrait être problématique, c'est si on n'avait pas un vrai projet qui avançait. Mais le fait est qu'il y a un projet qui avance, parce qu'on est un fonds d'investissement, et dans un fonds d'investissement, il y a besoin de quoi? D'argent, ça lève. On a 1 million, on sait qu'on va avoir beaucoup plus qu'1 million dans les mois qui arrivent. Il y a besoin d'avoir des projets. Tous les jours, on reçoit tonnes de projets. On a besoin d'avoir une vraie structuration scientifique. On a un comité scientifique qui est juste, à mon avis, un des meilleurs de France. Et en plus de ça, on a besoin d'avoir une communauté très forte, parce que cette communauté, c'est elle qui est la bénéficiatrice, bref, qui bénéficiaire, merci, qui bénéficie de l'action qu'on a réalisée. Donc, on exécute. Mais effectivement, la com, c'est fondamental. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que très souvent, les actions qui sont faites pour le monde, c'est fait par des gens qui n'aiment pas la com. Et du coup, c'est des tracts en noir et blanc. Je veux pas en parler trop fort non plus, parce que tu vois, des fois, ça serait de la com, quoi, tu vois. Mais le problème, c'est que si tu laisses que les très très grosses entreprises qui massacrent le monde faire de la com, bah, t'es mal barré. Parce qu'en fait, la com, c'est fondamental pour faire avancer les êtres humains. Tout le monde y est sensible. Même les gens qui supportent pas la com sont sensibles à ça. Donc, il faut pas se voiler la face. C'est un outil dont on a absolument besoin. Donc, si on fait de la com, c'est pas parce qu'on trouve ça kiffant. C'est parce qu'en fait, sans ça, on ne fera jamais rien. Mehdi ayant dû partir pour des obligations personnelles, on va maintenant aborder la partie opérationnelle de Time for the Planet avec toi, Nicolas. J'aimerais que tu nous dises des objectifs de Time à court, moyen et long terme. Ok, donc pour situer, on est fin 2020, là, on est en novembre-décembre 2020, et le but c'est de créer les 3 premières entreprises en 2021. Donc de les sélectionner et de trouver les financements pour les créer. Et donc... Ok, la globalité du projet, c'est pour le dimensionner. En fait, nous, on part du principe qu'il faut qu'on lève 1 milliard et qu'on doit financer 100 entreprises sur 20 ans. Donc on ne sait pas du tout quand on y arrivera ou pas, et puis si ça se trouve, il suffira d'en faire 3 qui, à elles toutes seules, enlèveront tous les gaz à effet de serre additionnels, et ça suffira, mais ça dimensionne un peu le projet, donc le plus tôt, le plus vite possible, tout en fait. Ça sert à rien de donner des dates, si on peut en faire les 100 dans 2 ans, on fera ça. Très bien. Time for Planet apportant un apport financier au projet sélectionné, propose-t-il aussi un appui stratégique, un appui technique avec toutes les compétences et les planètes dont tu parlais au sein de Time? Alors, je vais reprendre vraiment la base, le cœur de ce qu'on fait en fait, Time for the Planet. Notre rôle, c'est de créer des entreprises donc, en identifiant des ingénieurs ou des scientifiques qui ont des innovations qui peuvent avoir un impact direct sur les gaz à effet de serre, mais souvent, ils sont pas des très bons entrepreneurs. Ceux qui essayent, c'est très compliqué parce que c'est vraiment un schéma mental assez différent. Donc on va leur associer des créateurs d'entreprises, donc des gens qui savent faire, qui l'ont fait plusieurs fois et qui vont permettre d'aller vite. À chaque fois, nous, c'est aller vite. Donc on va pas attendre et entraîner quelqu'un qui ne l'a jamais fait à le devenir. On va les regrouper. Ensuite, on va apporter de l'argent parce que dès le début, sans avoir un modèle économique encore, tu peux recruter des gens et donc tu peux te développer et investir. Et le dernier élément pour aller encore plus vite, c'est de faire l'open source pour que ça se diffuse. Ta question c'était, je me suis perdu.
c'était en fait de savoir si les personnes associées à Time, Oui. elles peuvent aussi participer en fait au développement des entreprises que vous allez financer autrement que par l'argent. Tout à fait. Tout à l'heure, donc je parlais du fait qu'il y a une communauté qui s'organise en montant des actions, ce qu'on appelle des comètes, et nos filiales, on les appelle les étoiles. Et ce qu'on explique aux gens qui veulent aider à cette communauté, c'est que ces étoiles, elles sont trop loin, trop chaudes, et qu'il n'y aura pas d'interaction. Elles seront montées de façon professionnelle, il y aura de l'argent qui sera investi pour recruter des personnes, et c'est ça qui fera qu'on développera les filiales. Notre communauté, c'est trop risqué si on fait reposer uniquement sur notre communauté le fait de développer des entreprises. Ça sera fait par des gens qui savent déjà faire, et qui seront payés pour ça. Très bien. J'aimerais que tu nous donnes un peu les leviers et freins du projet que tu as identifié aujourd'hui. Et cette réalité ne sera peut-être plus la même demain. Mais voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui te dit que Time peut réussir ou au contraire peut ne pas marcher? Ouais. Les leviers, clairement, ça va être la communauté, c'est-à-dire que plus il y a de gens qui rejoignent pour la vision du projet, ce côté, on va lutter contre les gaz à effet de serre, c'est un modèle coopératif, c'est quelque chose d'ouvert, de non lucratif sur la finalité. Hein. Toutes les filiales vont générer de l'argent, nous, il faut qu'il y ait un système économique qui fonctionne pour qu'on puisse être autonome et réinvestir sans aller chercher des investisseurs extérieurs, parce que ça, en fait, ça prend du temps. Donc nous, à chaque fois, c'est comment on fait pour ne pas perdre de temps. Donc il y aura des modèles économiques. Et une des grosses forces, c'est cette communauté. Le fait d'être non lucratif, ça apporte de la réassurance à des ingénieurs qui voudraient être financés et qui voudraient que leur innovation se développe. Donc ça, c'est un gage de sécurité. La communauté fait que ça va se diffuser beaucoup plus vite, notre connaissance. Si on veut que Time va pas rester français, on a beaucoup parlé de la France aujourd'hui, mais Time, pour réussir, doit être un mouvement mondial. Il faut absolument que l'entrepreneur péruvien entende parler de ça, le créateur d'entreprise au Pérou, et que la super scientifique, sri-lankaise, entende parler de Time for the Planet. Et puis, si on peut avoir un milliardaire namibien qui accélère le projet, eh ben, en fait, c'est ça qui fera que ça marche. Et donc, c'est ça ce que doit faire notre communauté. C'est diffuser, diffuser, diffuser. Ça, c'est les leviers. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une force. Et dans les freins aujourd'hui, on n'est encore pas assez connu, j'aurais tendance à dire. Parfois, la non-lucrativité freine l'investissement. On rencontre des gens qui nous disent, s'il y avait eu un petit quelque chose à gagner, j'aurais pu mettre 100 000 euros, mais bon, là, je vais mettre 1 000 euros. Donc, ça arrive. On pense que ça nous ralentit au début, mais que ça freinera pas plus tard. Ça, c'est un pari qu'on prend. Pour l'instant, il y a déjà eu le pari qu'on nous a dit on trouvera pas de gens qui mettront de l'argent. Si, il y a 5600 personnes et 1 million. Mais c'est encore trop lent, le financement. Il va falloir que ça aille beaucoup plus vite. Donc, tu as dit que l'objectif, c'était que d'ici fin 2020, il y ait 3 entreprises qui soient créées. Non, fin 2021. Ouais. Donc, aujourd'hui, il n'y en a aucune encore fonctionnelle. Non, on nous a remonté 130 innovations qu'on va devoir sélectionner. Et le 2 décembre, on lance ça au cours d'une émission. On présente notre processus de sélection, on lance notre appel à innovation et on présente notre comité scientifique. Très bien. L'un des piliers que vous avez identifié est la sobriété. J'aimerais que tu reviennes un peu plus là-dessus et comment en fait vous allez participer, comment Time va participer à la compréhension d'une nécessaire sobriété pour une transition réussie. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail vos leviers d'action dans ce changement comportemental dont vous parlez? Et comptez-vous vous rapprocher d'acteurs déjà existants et dont le modèle économique ne repose pas aujourd'hui sur une innovation disruptive? Ok. C'est clairement le levier sur lequel on ne sera pas le plus efficace parce que du coup là ça induit des changements de comportement, des changements individuels et du coup tout un travail de sensibilisation. Et donc c'est pas le cœur de ce qu'on fait, c'est pas ce que j'ai décrit dans le moteur. Par contre, il y aura peut-être des modèles qui permettent d'être plus sobres. Je pense par exemple à l'alimentation. Si aujourd'hui on sait que un steak de bœuf va émettre tant de méthane dans son cycle de vie, moi je suis pas encore devenu végétarien par exemple, mais si demain tu me proposes une alternative qui a le goût d'un steak mais qui n'est pas un steak et qui du coup a un impact beaucoup plus neutre, quelque part c'est ça qui va accélérer mon changement de comportement de par le fait que j'ai une alternative en fait. Mais c'est sûr que c'est pas le gros de ce qu'on fera. On va être surtout sur la non-émission, l'efficacité et la captation, mais on s'est quand même laissé ça ouvert comme option quand il y aura des projets qui auront un lien direct. C'est surtout ce lien direct qu'il nous faut et voilà. Très bien.
Tu parlais des partenaires. À côté de ça, il y a beaucoup de structures qui travaillent sur la sensibilisation, sur les aspects changement de comportement, et bien évidemment qu'on les aidera. On verra en fonction des appétences et des projets, mais nous, on veut coopérer avec tout le monde, donc on coopérera avec eux. On va maintenant s'intéresser au retour sur investissement prôné par Time for the Planet et le changement sociétal qu'aborde ce projet. Tout d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est un fonds d'investissement ESG et qu'est-ce qui vous en différencie. Oui, on va avoir du mal à expliquer ce que c'est qu'un fonds ESG parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne connaît pas tout, on est désolé pour les auditeurs, ça on ne sait pas ce que c'est. Mais on va pouvoir faire par rapport à un fonds d'investissement classique, je pense. Moi je les connais bien pour le coup, les fonds d'investissement classiques, parce que j'ai levé de l'argent 2 fois avec des entreprises que j'ai montées. Donc lever de l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je propose une partie de mon capital de ma boîte en échange d'une somme d'argent, donc en l'occurrence c'était autour d'1,5 million, et ça valorise ma société financièrement. Mais l'intérêt, c'est pas trop de valoriser la société, ça c'est les conséquences. L'intérêt d'une levée de fonds, c'est juste de se dire je vais avoir de l'argent que j'ai pas gagné grâce à mon chiffre d'affaires, mais je vais l'avoir massivement et je vais pouvoir investir plus massivement pour aller plus vite. Ça, c'est une logique que nous on partage. C'est-à-dire qu'on trouve ça très intéressant de dire que l'argent fait gagner du temps. Parce que c'est vrai, c'est pas tout le temps vrai, il faut que ce soit bien exécuté. Il y a plein de fois où c'est pas vrai. Mais quand effectivement ça fonctionne, à ce moment-là, on a des effets qui sont incroyables. Donc, exemple typique, Uber, le temps que vous clignez des yeux, Uber est arrivé, était partout. La raison de ça, c'est des milliards qui n'ont pas été gagnés, qui ont été investis par des financiers. Donc ça, on partage. Maintenant, la différence, c'est la raison pour laquelle on investit. Parce que tous les fonds d'investissement ont eux-mêmes leurs investisseurs. L'argent ne vient pas de nulle part, bien sûr. Donc ce sont en général des très grosses entreprises, mais ça peut être aussi des personnes physiques qui mettent de l'argent dans le fonds d'investissement. On appelle ça les limited partners. Ils sont limited parce qu'en fait, eux, ils ont mis de l'argent, puis après, ils attendent un retour. Parce que la personne qui a fondé le fonds est allée les voir et leur a dit, voilà, je vous propose un TRI, taux de rendement interne de temps. C'est hyper simple, vous mettez temps, moi je vous promets qu'au bout de tant de temps, vous allez gagner tant. C'est hyper basique, hyper simple, et ça fonctionne très bien. Et on ne remet pas ça en cause. Simplement, nous, ce qu'on dit, c'est que dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, il y a besoin d'un autre outil, qui n'est pas réellement un fonds d'investissement classique, parce que quand nous, on va voir nos partners, donc nos associés, on leur dit, quand vous allez mettre votre argent, on ne va pas vous proposer de gagner plus d'argent. On va vous proposer de gagner du taux de retour pour la planète, TRP, beaucoup plus sexy que TRI, moi je trouve. Et ce TRP, c'est votre rémunération. Vous avez utilisé votre argent non pas pour gagner plus d'argent, vous l'avez gagné parce que vous voulez prendre une part dans l'histoire. Parce que l'histoire de notre civilisation peut se terminer dans très peu de temps. Et ça, on en est tous conscients maintenant. Il y a très très peu de gens qui ne sont pas conscients de ça. Donc, de toute façon, cette conscience étant là, on sait qu'on a un marché disponible qui est tout simplement les personnes qui ont pris cette conscience et qui veulent agir. On aurait pu proposer un TRI, c'est vrai. On aurait pu dire qu'on faisait tout ce qu'on fait là, l'open source, etc. On aurait pu le faire avec un TRI. On y a pensé, on a vraiment réfléchi à la question. Et on pouvait se dire qu'à court terme, on irait plus vite si on proposait de l'argent en retour. Mais on pense qu'à long terme, on ira beaucoup moins vite. C'est ça qui nous différencie des autres fonds. Alors, à long terme, pourquoi on va moins vite? On se prive d'une communauté incroyable parce que, comme je l'ai expliqué un peu tout à l'heure, on n'a pas trop envie de donner du temps pour que d'autres gagnent de l'argent. Donc, c'est compliqué. Et on peut éveiller des soupçons parce que c'est très compliqué de travailler avec quelqu'un quand on sait que ce quelqu'un a un intérêt financier. Parce que, du coup, on se demande si la décision qu'il va prendre, elle est liée à son intérêt ou pas. Donc ça, on coupe, on est tranquille. Nous, de toute façon, il n'y en a pas. Donc personne insoupçonnable, on est neutre, entre guillemets. Surtout qu'on ne bouge que par notre action. Donc il y avait une deuxième grosse particularité, c'est qu'on voulait la simplicité. C'est hyper important. Une action égale 1 euro. Très simple. En ligne, tu vas sur le site internet, en 3 minutes, tu as acheté une action, c'est 1 euro, et dans 10 ans, tu récupéreras 1 euro. Tu n'es pas à te demander si le TRI qu'on te propose, est-ce qu'on te le propose sincèrement, est-ce qu'en fait c'est impossible que tu aies ça, est-ce que c'est risqué, est-ce que c'est pas risqué? Non. Tu mets ton argent, tu sais exactement ce que tu vas gagner à la fin, tu n'as pas de questions à te poser, et du coup tu vas pas aller comparer Time for the Planet à un autre fonds green, parce que c'est pas un fonds green. C'est autre chose. On l'a pas défini, mais le TRP, c'est le taux de retour pour la planète, c'est ce clin d'œil au TRI. Et en fait, c'est les équivalences CO2 captés ou non émis par euro investi.
c'est ce que ça désigne, et du coup c'est aligné sur notre mission qui est dans nos statuts, lutte contre le dérèglement climatique, en créant des entreprises, et donc notre indicateur de performance, de mesure de réussite, il est aligné sur la mission. Et comment vous comptez justement le calculer, ce TRP ? Ben ça va être le boulot des agences dont c'est le métier, ça va être des agences extérieures qui vont trouver des indicateurs de mesure. Et d'ailleurs, c'est ce qui sera utilisé aussi dans l'open source, je crois qu'on en parlera après. Les gens à qui on va distribuer des licences, des droits d'utiliser nos innovations, devront nous remonter également leur impact. Et donc c'est ça qui fait qu'au final, un investisseur de time investit pour ça, et ça va être démultiplié aussi grâce à l'open source. Après, on a quand même bien travaillé la façon dont nous on va le proposer, c'est-à-dire que ce que nous on va pas calculer, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Ça, clairement, c'est un métier, ce sera un cabinet qui va établir la méthode entreprise par entreprise. Ça, c'est important. Ce sera une dépense qu'on a prévue, mais qui est importante. Mais par contre, nous, notre méthode, c'est que quand on crée une boîte, vous avez, mettons, 100 boîtes qui se créent en demandant accès à notre licence. Donc on sait qui c'est, hein. On demande la permission. Hein. Open source, c'est pas open bar. Hein. Il y a quand même une loi qui est, enfin une loi, un contrat qui est émis avec des droits et des obligations. Donc ils devront nous donner ça chaque année, hein, parce que s'ils nous donnent pas chaque année les chiffres qui nous permettent, avec notre cabinet, de calculer les émissions de gaz à effet de serre, ils perdent le droit d'utilisation de la licence. Donc une fois qu'on a ça, on va additionner les gaz à effet de serre, les tonnes de gaz à effet de serre, donc d'équivalent CO2, non émis de nos boîtes, plus tous les utilisateurs de toutes les licences. Donc ça peut être des milliers d'acteurs différents, et on va diviser ce nombre par le nombre d'actions émises par Time for the Planet. Donc quand on aura levé 1 milliard, ce sera divisé par 1 milliard, et multiplié par le nombre de parts que la personne a acheté. Donc si j'ai acheté 1000 parts, je sais que je connaîtrai mon taux de retour comme ça. Alors c'est pas le taux, c'est la quantité, parce que c'est une masse de CO2, et plus les années passent, plus cette masse est énorme en fait, puisque du coup les boîtes, plus elles avancent, plus elles ont de l'impact. Le but c'est que ça ait un impact qui soit à des années-lumière de ce que c'est de juste planter une forêt, même si c'est très bien de planter des forêts. Je vais me faire un peu l'avocat du diable là. Il nous paraît primordial d'aborder avec vous le principe du paradoxe de Jevons, plus couramment appelé effet rebond, dont vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est ce principe et comment vous comptez anticiper cette problématique avec Time for the Planet dans les secteurs où le projet investira. Ouais. L'idée, c'est que donc pour ceux qui connaissent pas forcément, globalement, quand on a inventé l'utilisation de la machine à vapeur, ça a accéléré la croissance économique, et donc du coup, on a pu accélérer aussi le développement de l'humanité, on a pu développer l'éducation, on a pu développer tout ça. Donc ça, c'est des effets positifs. Mais il y a eu des effets du coup négatifs, c'est que on pensait pouvoir faire des économies d'énergie avec une énergie plus efficace, globalement c'est ça, mais en réalité ça a ouvert la porte à plus d'utilisation de l'énergie. Donc en fait quelque part on a augmenté l'impact aussi négatif, notamment par le charbon qui était très polluant. Donc les paradoxes de Jevons, c'est ça, on pense que ça va être plus efficace et en fait ça crée un effet de bord un petit peu pire. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà c'est pas automatique, c'est pas à chaque fois. Par exemple, il y a une innovation aujourd'hui qui permet de stocker de la donnée informatique sur de l'ADN. Donc les serveurs, il y en a, ça prend de la place au sol, il faut les alimenter en électricité, il faut les refroidir, et il y a des immeubles partout dans le monde entier remplis de baies informatiques. Demain, si on arrive à stocker toute la donnée informatique sur des fils d'ADN, ça tient dans le coffre d'une voiture. Alors, ça, c'est que pour les fils d'ADN, bien évidemment, après, il faut la structure autour. Mais en tout cas, on peut faire réellement gagner du temps et faire économiser de l'énergie. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on constate, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance si ça va avoir un effet négatif ou positif. On peut faire des suppositions, et nous, on aura à arbitrer des choix sur le fait qu'on prend ce risque ou pas. Mais par contre, il y a réellement une amélioration de l'efficacité. Un avion, aujourd'hui, émet beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'un avion il y a 50 ans. Ils sont plus efficaces parce que plus légers, parce que plus aérodynamiques, etc. Le paradoxe, c'est que comme il est plus accessible, il y a plus de gens qui l'utilisent. Mais il va falloir qu'on fasse des choix également en fonction de ça. Ça sera pris en compte. Puis il y a un truc aussi qu'il faut voir, c'est que c'est pas forcément le fait de polluer moins n'est pas forcément un signe d'amélioration, enfin d'augmentation de la capacité de déploiement. Par exemple, pour nous, faisons une expérience de pensée. On prend la voiture. Le fait que la voiture soit électrique
fait qu'objectivement, elle émet moins de gaz à effet de serre. Alors après, on pourrait parler des batteries, etc. Mais mettons même qu'il n'y ait pas de problème de batterie, c'est juste l'expérience de pensée qui est intéressante. Le fait de passer en électrique par rapport à essence, c'est la même puissance, ça permet de faire à peu près les mêmes kilomètres. C'est même un peu plus contraignant quand même la voiture électrique parce que la recharge n'est pas encore parfaite, etc. Mais finalement, c'est exactement le même produit ou service, il ne permet pas plus ou moins de choses. Par contre, il émet beaucoup moins de gaz à effet de serre. Donc le paradoxe en question, c'est quand il y a un gain énergétique. Mais il n'y a pas forcément que ça comme innovation. Il y a le fait tout simplement de remplacer une énergie par une autre. Donc, et pour finir sur ce sujet, parce que ça me semble important quand même, ce qui est incroyable avec la voiture électrique, c'est qu'il y a des critiques qui sont émises en disant on va mettre en production une voiture électrique, mais pour la faire, il a fallu des métaux rares, extraire des métaux rares, et extraire des métaux de façon générale pour faire les batteries, etc. En général, ces métaux sont extraits dans des pays qui utilisent le charbon ou le pétrole pour les machines qui permettent d'extraire. Donc effectivement, il y a un bilan carbone qui fait que quand la batterie est mise en circulation avec la voiture, déjà, il y a du carbone qui a été émis. On pollue moins chez nous, mais on pollue plus dans les pays où c'est fait. Mais en fait, penser comme ça, c'est absurde. Parce que le problème, il n'est pas dans la voiture électrique, il est dans le fait qu'on utilise le charbon pour extraire les matériaux. Si on utilisait une énergie autre, que ce soit nucléaire ou autre, peu importe à la limite, mais en tout cas une énergie qui n'est pas carbonée, le problème disparaît en fait. Donc on s'en prend à la voiture électrique qui est l'élément final, le produit final, alors que la réalité c'est juste que la façon dont on extrait les ressources pose problème. Et donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que ce débat-là est là. Et d'ailleurs, si on pousse le truc jusqu'au bout, parce que c'est complètement absurde, c'est qu'on dit, ok, la voiture électrique, c'est pas valable parce qu'on utilise le charbon et le pétrole quand on extrait. Donc, continuons à faire des voitures à essence. Mais continuons quand même à chercher des alternatives pour plus utiliser le charbon, parce que ça, tout le monde le dit. Ou plus utiliser la voiture. Alors ça, c'est autre chose, mais je suis d'accord. Mais restons sur ça, juste sur cet élément, parce qu'on ne supprimera pas complètement la voiture. Donc de toute façon, elle va continuer à être là. Donc autant que si elle est là, elle n'émette pas de CO2. Donc, si on va au bout de ça, on trouve une solution pour remplacer le charbon, le pétrole. Génial, mais par contre, on a toujours des machines partout dans le monde qui consomment, qui fonctionnent à l'essence. C'est-à-dire que partout, c'est des voitures, des camions, etc., qui fonctionnent à l'essence, alors qu'on aurait pu les passer à l'électrique. C'est ça qui est complètement absurde. C'est qu'en fait, il faut faire les deux en même temps. Et les derniers gros éléments, c'est que comment on peut demander à des constructeurs de voitures d'investir des sommes significatives pour justement qu'il y ait moins de dépendance aux métaux rares, c'est déjà le cas, mais d'aller plus vite là-dessus, sur ce sujet qui est fondamental, si ça représente que 2% des ventes. Il faut dire, on assume, ok, il y a un bilan carbone pour le moment, on va le régler en changeant la façon dont on extrait les ressources, mais en même temps, si c'est plus de 2%, mais 20%, 50% des voitures qui sont vendues, la R&D qui est liée à ça, elle va exploser. Ça n'aurait rien à voir, donc on ira plus vite. Donc il faut vraiment se mettre en situation que c'est urgent et qu'il faut tout faire en même temps. Très bien. Votre initiative, bien distincte des fonds d'investissement classiques, chamboule le secteur de la recherche et de l'entrepreneuriat. L'un des principaux objectifs de Time for the Planet semble de vouloir faciliter le financement de ces innovations par effet de levier auprès d'autres financeurs. Une majorité de ces acteurs ayant une finalité économique et une recherche de rentabilité pour leurs actionnaires, comment allez-vous assurer la cohabitation avec votre modèle ? Nous, à côté d'autres entreprises classiques, tu veux dire ? Imaginons que vous avez accompagné une entreprise qui donc se fait financer par vous, mais pas que, puisque je suppose que vous allez faire effet de levier auprès d'autres banques ou d'autres investisseurs, donc peut-être potentiellement d'autres fonds. Comment vous allez cohabiter avec ces acteurs qui ont une finalité autre que la vôtre ? Pas tout de suite, mais vas-y, Mélie. C'est simplement que sur nos filiales, on est dans la même logique qu'eux, puisque nos filiales, elles ont toutes pour objectif de devenir grosses et de rapporter de l'argent. Simplement, elles le font avec un modèle open source. Et nous-mêmes, Time for the Planet va récupérer de l'argent grâce à ces filiales, puisque notre but, c'est d'en sortir. Alors, il y a un deal spécial, on pourra peut-être en parler, mais on ressortira par diminution de capital de ces sociétés-là. Donc, en gros, c'est la société qui rachètera les parts de Time avec un multiple. Donc, si on a investi 2 millions, le but, c'est de ressortir avec 6 millions. Pourquoi c'est important ? Parce que ça va nous permettre, déjà, de dire, vous avez investi 1 euro dans Time, vous récupérez 1 euro, on les rendra. Et en plus de ça, on créera de nouvelles entreprises. Et ce sera autosuffisant. Ça, c'est hyper important dans notre logique. On n'aura plus besoin d'aller chercher des investisseurs pour arriver dans Time. Et par contre, la création et la mise au capital des filiales, nous, tout le début, ça sera nous qui l'assumerons. On le fera seul. Il n'y aura pas les personnes que tu décris qui arriveront. Ils arriveront après. Une fois que la société sera lancée, ils pourront co-investir
sans aucun problème en série B. Donc série B, c'est deuxième série d'investissement. Série C, série D, parce que là, il y aura un alignement. Là où nous, on a besoin d'être seul et majoritaire, c'est le début. Parce qu'en fait, au début, on va dire, le modèle économique sera open source. Donc il n'y aura pas de brevet, il n'y aura pas de privatisation de l'idée. Ça va être mis à disposition de tout le monde. Le jour où c'est publié, de toute façon, c'est fini. Plus personne ne peut breveter, etc. On est tranquille. Donc déjà, nous, on a fait une grosse partie de notre travail à ce moment-là. Notre deuxième partie, c'est de faire en sorte que les fondateurs puissent transformer cette entreprise en grande entreprise. Donc, on a parlé d'open source. L'objectif de cette interview, il est d'apporter une information complète et détaillée de votre projet donc à nos auditeurs. On a sollicité plusieurs entrepreneurs innovants dans les secteurs ciblés par Time for the Planet. Il semble que pour eux, la propriété intellectuelle, donc l'opposé de l'open source, soit le garant d'une réussite à long terme. Pour imager la situation, prenons une entreprise innovante dans un secteur ciblé par Time for the Planet et nécessitant beaucoup de recherche et développement, donc d'argent investi. Avant d'être opérationnelle, cette entreprise, elle réalise une première levée de fonds avec vous et donne accès librement à son invention. Si malheureusement cette levée de fonds est mal ou pas assez calibrée pour que son modèle atteigne une rentabilité et qu'elle nécessite pour l'atteindre une seconde levée de fonds, comment pouvez-vous lui assurer cette pérennité ? Déjà, juste pour le principe de l'open source et plus précisément des licences libres, la clé de pourquoi on voulait utiliser cet outil, c'était de se dire si même on a la super équipe et il y a plein d'argent, mais on peut quand même échouer, donc on était préparé à ça, il faut quand même que ça réussisse, il faut qu'on gagne à tous les coups. Donc il ne faut pas que l'innovation elle parte à la poubelle, il faut qu'elle soit diffusée. Si cette innovation, pour qu'elle soit diffusée, il faut enlever le maximum de freins, dont l'accès payant à l'innovation, dont aussi le brevet, le fait que c'est caché, et du coup, ça marche moins bien. Donc, il va falloir qu'on libère. Et sur le modèle économique, je te laisse faire. En fait, le modèle économique est pas intuitif. C'est-à-dire qu'on se dit classiquement, si je donne mon innovation, j'ai plus rien, j'ai perdu. Mais ça, c'est absurde. Donc, la première raison pour laquelle c'est absurde, c'est que quand je passe en open source, je permets à n'importe qui de demander l'autorisation et de l'obtenir, de copier et améliorer gratuitement. Mais ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas le droit de développer ma boîte. Moi, je la développe, simplement, il y en a d'autres qui peuvent le faire en même temps que moi. Sur des marchés qui sont par définition énormes, puisque si on les a sélectionnés, c'est que on a considéré que ça pouvait être mondial. Donc de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. La deuxième chose, c'est que dans beaucoup de cas, le fait d'être tout seul sur un marché ne permet pas de grossir. On grossit plus vite à plusieurs. C'est pour ça que Tesla rend en ce moment même open source énormément d'éléments qu'elle avait d'abord brevetés. Parce que Elon Musk s'est bien rendu compte qu'il avait besoin d'avoir un réseau développé de recharge et qu'il n'allait pas pouvoir le développer tout seul dans le monde entier, qu'il avait besoin que tout le monde s'y mette. Donc il a dit, allez-y, rattrapez-moi, parce que moi, si je vais tout seul devant, j'arriverai jamais à vendre plus de Tesla que ce que je vends maintenant. Le marché, c'est quoi? C'est tout le marché de l'automobile, puisque comme je le disais tout à l'heure, il va bien falloir que ça devienne électrique, tout le marché. De toute façon, on va vers ça. Donc il est énorme, mais je ne peux pas y aller tout seul, j'ai besoin de tout le monde. Troisième chose, en passant par l'open source, on prend moins de risques et on est plus rentable. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous avez réussi à créer un système de captation du CO2 à la sortie des cheminées d'usine. Vous placez ce système de captation sur une usine, par exemple, mettons une cimenterie, parce que les cimenteries, ça émet énormément de CO2, on a besoin de ciment. Et vous allez voir un immense cimentier, mettons Lafarge, autre, et vous lui dites, voilà, je te vends une coquille dans laquelle tu ne connais pas le contenu, puisque j'ai fait le brevet. Alors le brevet est public, on voit comment c'est fait, mais bon, globalement, tu n'as pas accès à exactement comment c'est fait, parce que c'est chez moi et c'est secret. Mais surtout, mais c'est pas ça le plus grave, c'est juste que pendant une longue période, qui est la période du brevet, de validité du brevet, toi, tu ne pourras absolument pas le faire toi-même. Ce qui veut dire que ce que je te demande, c'est de me faire confiance pour venir installer quelque chose, alors que moi, je suis une start-up qui n'existait pas il y a 24 mois, à toi, le géant mondial, et je te demande de faire en sorte que ce qui est devenu juste central pour toutes les entreprises, le bilan carbone, ça dépend de ma techno. Compliqué à vendre, quand même, vu comme ça. Si tu passes le système en open source, tu te retrouves face à une situation complètement différente. Parce que dans le premier cas, non seulement c'était compliqué à vendre, mais en plus, si tu arrives à le vendre, tu dois toi-même industrialiser, puisque justement, tu ne fais pas confiance aux autres pour utiliser la tech. Donc c'est toi qui, avec tes petits bras, va aller lever 50, 100, 400 millions pour monter la chaîne d'industrialisation qu'il te faut pour aller servir le marché, qui est juste mondial et monstrueux. Donc, tu prends un risque considérable parce que, il faut trouver ces investisseurs et si tu les trouves, il va falloir que la rentabilité que tu amènes, ce soit sur 400 millions. C'est-à-dire que tu amènes 400 millions, il faut arriver à rendre à l'investisseur au moins 1 milliard.
Donc tu vois l'objectif de rentabilité qu'il faut se donner. En open source, tu vas voir ton cimentier et tu lui dis voilà, tous les plans ils sont là. Toi qui as de l'argent, qui est capable d'y aller, tu peux industrialiser. Et moi ce que je te vends, c'est l'accompagnement humain dont tu as besoin pour mettre en place. Parce que comme c'est moi qui ai inventé et que tu peux me faire confiance puisque de toute façon tout est là, à ce moment-là, tu as besoin de moi pour pouvoir le faire. Et puis en plus, tu vas pas être mon seul client parce que comme j'ai pas besoin de me focus sur la chaîne d'industrialisation, je vais pouvoir aller voir des centaines des clients. Donc c'est pas que toi que je vais faire changer. Je vais faire changer des dizaines d'entreprises. Et donc moi qui suis juste une PME qui a levé entre 1 et 10 millions, qui suis en fait un cabinet de recherche et développement peuplé d'ingénieurs que je vais mettre à disposition avec le business model le plus simple du monde, qui consiste à vendre du temps à 1000 € la journée, je vais me retrouver dans une situation où je peux faire changer plus d'acteurs, plus rapidement, avec moins de risques et une rentabilité plus facile à avoir parce que sortir 30 millions de rentabilité à partir de 10 millions apportés, c'est quand même beaucoup plus facile que d'aller sortir 1 milliard. Ça n'a juste rien à voir. J'ai même pas besoin de devenir une licorne pour changer le monde. Dans ces conditions-là, en fait. En fait, tu changes le plan de développement d'une entreprise. Au lieu de prendre tout de A à Z, tout ce que tu vends de A à Z, de devoir le fabriquer et le poser, l'objectif de l'open source, c'est d'attirer d'autres acteurs sur d'autres chaînes de ton plan de développement pour pouvoir les utiliser, enfin cohabiter avec eux. C'est ça. Et pendant ce temps-là, d'autres cabinets R&D peuvent se monter ailleurs, à qui je donne aussi l'autorisation d'avancer, qui quand ils vont faire une amélioration vont être obligés de me la mettre. Donc moi aussi, je vais améliorer la qualité de ce que je vais pouvoir vendre à mes clients, parce que chaque année, je vais revenir voir la phare, je vais leur dire tiens, j'ai une amélioration, ça coûte tant pour la mettre en place. Oui, vas-y. On met en place ensemble, on forme ensemble. Et je l'ai eu comment ? Je l'ai eu parce qu'il y a un Chinois qui m'a copié grâce à la licence numéro 67 et qui a été obligé de me renvoyer l'amélioration. Et du coup, je te la vends à toi. Parce que ça, c'est induit. Il est obligé de renvoyer l'amélioration. C'est dans obligatoire. En fait, il faut décorréler les personnes qui pensent que c'est parce qu'on possède qu'on réussit. Ils oublient qu'il y a plein de personnes qui ont déposé des brevets qui leur a jamais rapporté un seul centime. C'est une croyance, en fait, en réalité. Ce qui compte, c'est pas l'idée, c'est l'exécution de l'idée. Et tu peux trouver plein de façons différentes d'exécuter une idée. Et en plus, le brevet, ça coûte très très cher. C'est-à-dire qu'il faut le faire dans plein de pays différents. Ça coûte du temps et beaucoup d'argent. Ça doit être maintenu dans le temps. Et ça met dans une situation de paranoïa. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui payent à plein temps une armée de personnes dont le seul métier est de déposer des brevets, de regarder ce qui existe, de vérifier que ça n'a pas été copié, etc. Ça coûte un pognon incroyable. C'est pas efficace parce que ça n'empêche pas non plus de faire des copies. Faut pas croire que le brevet ça protège vraiment. En réalité, tous les jours c'est copié. Donc c'est une fausse protection qui est basée sur un business model qui est coûteux et qui en plus nous empêche d'avancer vite parce que ces technos dont on a besoin, elles ne doivent pas être privatisées par une équipe entrepreneuriale, elles doivent être à disposition du monde entier parce qu'on en a tous besoin. Donc ça implique un changement sociétal dans notre façon d'entreprendre. Même pas, regarde. L'idée c'est que déjà il faut rester humble. Si toi tu as une super innovation, ce fameux capteur de CO2 par exemple, le temps que tu le déploies partout dans le monde, en fait il te faudrait 10 vies peut-être si ça se trouve. Alors que si dès le début tu donnes l'occasion à n'importe qui de le faire dans le monde, dans son pays, parce que c'est pareil, entre le marché péruvien et le marché indien, je pense que pour faire du business, c'est d'autres codes culturels qui te prendraient du temps, là encore, tu vois, il faut hacker, il faut raccourcir. Donc autant que ce soit un entrepreneur indien ou péruvien qui s'en occupe. Et là encore, pas besoin de changer les mentalités. Que le gars le fasse parce qu'il veut s'acheter plein de grosses bagnoles ou parce qu'il veut sauver le monde, à partir du moment où il le vend et où il l'installe, il sauve le monde. On n'a pas besoin de changer sa motivation. Faut que les bagnoles qu'il achète soient électriques quand même. C'est un autre débat, mais en tout cas, quelle que soit sa source de motivation, ce qui compte, c'est qu'il le fasse. Du coup, on a un slogan, nous, c'est que la Terre appartient à tout le monde, donc Time for the Planet doit appartenir à tout le monde. Time for the Planet, aujourd'hui, a 2 besoins prioritaires. Se faire connaître, donc diffuser, parlez-en, apprenez vous-même à bien en parler. On a tout un tas de documents, de sources et même de formations qu'on organise si vous souhaitez. Ça, c'est le premier élément. Invitez-nous dans des conférences, invitez-nous dans vos écoles, invitez-nous dans vos entreprises. On vient parler Time for the Planet. Et de l'autre côté, c'est le financement. Ça sera le nerf de la guerre. Même si on trouve justement cet ingénieur péruvien et cette super entrepreneuse ukrainienne, en fait, il va falloir de l'argent pour pouvoir financer le développement de l'entreprise. Donc, il va falloir de l'argent. Donc, je boucle, c'est le deuxième gros besoin
besoins. Donc ça peut se passer par vous, à votre échelle, à partir d'1 euro, vous pouvez devenir actionnaire. Ça peut passer par des entreprises dans lesquelles vous travaillez ou celles que vous dirigez, vous pouvez devenir actionnaire. Tout le monde, une association, une collectivité publique, on a un club sportif amateur qui est actionnaire de Time for the Planet, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc ça va être ça le deuxième axe, parlez-en pour se faire financer.